Donc, bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Fatima Hus, médecin interne au CHP d'Innsbruck. Donc, sans trop tarder, je vais partager mon écran. Voilà. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Voilà, donc comme vous avez dit, effectivement, donc c'est la dernière séance de cas clinique. Et voilà, donc en fait, je vais parler un petit peu du programme. La première fois, donc, on avait vu la dyspnée, donc 4 cas cliniques qui s'intéressaient principalement à l'œdème aigu pulmonaire, l'exacerbation d'asthme, choc anaphylactique et l'embolie pulmonaire. Par la suite, donc, on a vu la douleur. Donc, principalement, on a vu les urgences, d'ailleurs, syndrome coronarien aigu, une colique néphrétique, l'ulcère gastro-duodénal et la grossesse extra-utérine. La troisième partie, donc, on avait vu troubles de conscience, principalement, on s'est intéressé au diabète acidocétosique et un AVC, donc accident vasculaire cérébral et l'intoxication médicamenteuse. Aujourd'hui, on va voir donc la fièvre et on va voir donc à travers donc 3 cas cliniques un patient qui se présente pour une fièvre. Alors, comme toujours, donc un rappel est toujours bénéfique, principalement pour les gens qui n'étaient pas avec nous. Donc, on avait vu pour le diabète acidocétosique, on avait dit que tout patient qui se présente pour un trouble de conscience ou bien un enfant qui se présente pour une dyspnée cinématérielle ou un patient qui se présente pour troubles digestifs et douleurs abdominales, il faut avoir le réflexe de doser la glycémie capillaire en premier, d'accord? Parce que donc les dysglycémies donc, sont très fréquentes et donc c'est curable, d'accord? Donc, on avait dit que toute glycémie capillaire qui dépasse 2,5 grammes par litre donc, doit être systématiquement complétée par une bondette urinaire à la recherche de corps cétoniques, même si vous avez un patient asymptomatique. D'accord? Voilà, et on avait dit que toute manifestation inhabituée chez un patient diabétique, on la considère d'emblée une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire et ça doit être traité ainsi. Donc, on a dit généralement, on donne un morceau de sucre pour chaque 20 kilos. D'accord? Parce que c'est très fréquent chez le patient diabétique, le coma hypoglycémique, d'autant plus qu'il utilise l'insuline ou des médicaments, des antidiabétiques oraux à type de sulfamide hypoglycémia. Et bien sûr, on avait vu donc un AVC. On a dit que l'IRM cérébral, généralement, c'est la seule imagerie qui permet le diagnostic à la phase précoce, c'est-à-dire avant 6 heures. Si vous faites TDM cérébral sans injection de produit de contraste, bien sûr, généralement, vous allez la retrouver normal. Principalement, TDM cérébral à ce moment-là, c'est principalement pour éliminer un AVC hémorragique qui va bien sûr objectiver une hyperdensité spontanée à la TDM. Pourquoi? Parce que tout simplement, la thrombolyse, elle est contre-indiquée en cas d'AVC hémorragique. Donc, bien sûr, le patient va mourir dans les instants si vous faites ça. Et bien sûr, donc l'IRM cérébral permet le diagnostic à la phase aiguë, c'est-à-dire la phase précoce moins de 6 heures. TDM cérébral, si vous faites par défaut, vous n'avez pas l'IRM cérébral et vous faites TDM cérébral sans injection de produit de contraste, généralement, avant 6 heures, vous allez la retrouver normale. Son intérêt, c'est principalement pour éliminer un AVC hémorragique qui contre-indique de façon absolue la thrombolyse. Et bien sûr, on a dit que pour la thrombolyse, il faut respecter le délai de 4h30. Et bien sûr, il faut éliminer le contre-indication. Et un accident ischémique transitoire, c'est un signal d'alarme. Et donc, l'avis neurologique, il est indispensable. D'accord? Il ne faut pas banaliser les choses. Par la suite, donc, on s'est intéressé à l'intoxication médicamenteuse. On a dit que l'intoxication, elle est jugée grave, soit parce que la quantité, la nature du substance, elle est importante, ou bien les symptômes que le patient présente, à type de convulsion, coma, etc., ou le terrain sous-jacent. Donc, vous avez un patient qui présente déjà des comorbidités. Alors, qui dit intoxication grave, dit admission en réanimation en urgence. D'accord? Il faut savoir que vous pouvez avoir un patient asymptomatique et qui est, en fait, si vous recherchez, vous allez retrouver qu'il est gravement intoxiqué, d'accord? Et bien sûr, il faut réaliser un ECG systématiquement devant toute intoxication grave. Si vous avez, bien sûr, coma plus absence de signes de focalisation, il faut évoquer l'origine toxique. Il faut savoir que la prise en charge, elle est essentiellement symptomatique. Qui dit intoxication volontaire, dit évaluation par un psychiatre, d'accord? Parce que c'est une tentative de suicide, d'accord? Et donc, il faut, bien sûr, traiter, soulager cette souffrance psychique. Alors, on avait dit que lorsque vous avez un patient qui se présente pour un coma non traumatique, la première des choses, c'est libérer les voies aériennes. D'accord? Il faut enlever les corps étrangers, oxygénothérapie, voire intubation si vous avez un score de Glasgow inférieur ou égal à 8. Bien sûr, il faut établir un état hémodynamique correct, c'est-à-dire par le remplissage des drogues vasoactives. Valium et Gardena si vous avez les convulsions, bien sûr. Il faut systématiquement, comme je vous ai dit, éliminer l'hypoglycémie, donc faites dextro. Cherchez une étiologie, ça peut être un coma neurologique, soit par exemple méningite, abcès cérébral ou une hémorragie méningée. Donc à ce moment-là, l'imagerie cérébrale a toute sa place et l'APL, bien sûr, si vous suspectez méningite.
Coma endocrino-métabolique, donc tous les troubles métaboliques à type d'hypoglycémie, dysnatrémie, dyskaliémie, etc. Donc voilà, il faut rechercher ça, bien sûr, demander un bilan biologique. Et coma toxique, bien sûr, il faut l'évoquer aussi, principalement d'origine médicamenteuse, si vous avez une notion de prise médicamenteuse, d'accord? Voilà. Maintenant, on passe au vif du sujet, c'est-à-dire la fièvre. Alors, le premier cas clinique, vous avez Hicham, âgé de 48 ans, père de 2 enfants, sapeur-pompier, sans antécédents pathologiques particuliers. Il est fumeur à 30 paquets années. Alors, il consulte au service des urgences le 20 novembre 2022, donc pour une fièvre non chiffrée, tout sèche depuis 2 jours, avec notion de prise de paracétamol 1 gramme par voie orale pendant 2 jours. Il reconsulte le 25, donc pour asthénie, céphalée et fièvre. Alors, l'examen physique objectif, une température à 40, la fréquence cardiaque 100 battements par minute, fréquence respiratoire 28 cycles par minute, saturation en oxygène de 95 à l'air ambiant. La tension artérielle de 12,8 et vous calculez l'IMC, vous retrouvez, il est de 25,31. L'examen neurologique, donc sans anomalie, et l'examen par contre pleuropulmonaire, vous retrouvez des râles crépitants à la moitié supérieure de l'hémithorax droit. Voilà, donc comme toujours, donc j'ai fait la synthèse du cas sous forme de tableau pour faciliter les choses. Et maintenant, qu'est-ce qui présente le patient? Je vous laisse quelques minutes pour écrire donc les réponses dans le chat. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il présente comme pathologie? Qu'est-ce qu'il présente comme symptôme plutôt? Pourquoi il est là? Oui, Nebro, est-ce qu'il y a des réponses? Oui, d'accord, oui. Mhm. D'accord, ok. Voilà, donc vous avez un patient sans antécédents. On va voir que c'est très important de rechercher les comorbidités. Donc, patient sans comorbidité connue, n'est pas cardiopathe, ni pas d'insuffisance rénale, ni insuffisance hépatocellulaire. Donc, il est soi-disant immunocompétent. Pas de notion de soins ou de séjour hospitalier, c'est très important comme notion à rechercher. Par contre, il se présente pour fièvre, toux, avec des râles crépitants en foyer. Ils sont localisés, d'accord? Maintenant, quels sont les différents diagnostics probables? Donc, vous avez un patient qui se présente pour fièvre, toux et râles crépitants localisés. Qu'est-ce que vous pouvez évoquer comme diagnostic? D'accord, oui. Très bien. Effectivement, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Mhm. D'accord. OK. Voilà, comme vous avez dit, donc le premier diagnostic à évoquer, c'est la pneumonie infectieuse. D'accord? Alors, vous pouvez aussi évoquer l'abcès du poumon, donc c'est probable. BPCO décompensé, d'autant plus qu'il est tabagique. Un œdème aigu pulmonaire parce que vous avez des râles crépitants, quoi qu'ils sont localisés. Le fait qu'ils sont localisés plus ou moins, donc ça élimine le diagnostic, mais il faut l'évoquer. L'embolie pulmonaire, il faut savoir toujours, il faut évoquer l'embolie pulmonaire, comme je vous avais dit, parce que c'est une grande simulatrice, d'accord? Peut simuler n'importe quel tableau. D'autant plus si vous faites la radiographie thoracique, vous pouvez avoir une opacité qui, en fait, c'est pas l'opacité de la PFLA, donc de la pneumonie, mais plutôt c'est une opacité en rapport avec l'infarctus pulmonaire. Il faut rechercher généralement les ondes d'atelectasie. Vous pouvez avoir la tuberculose pulmonaire, d'autant plus que nous sommes un pays endémique, mais généralement dans la tuberculose, vous avez un début qui est plus ou moins progressif. Et cancer bronchopulmonaire peut être aussi révélé par une pneumonie et doit être systématiquement recherché chez un patient tabagique, d'accord? Alors, le diagnostic le plus probable, comme vous avez dit, donc c'est la pneumonie infectieuse communautaire. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement la fièvre, toux et signes en foyer.
D'accord? Alors, c'est quoi la pneumonie aiguë pulmonaire, communautaire, pardon? Bah, c'est une infection du parenchyme pulmonaire qui s'accompagne d'une alvéolite. Vous avez un problème au niveau des alvéoles. Généralement, c'est d'évolution aiguë qui est acquise en milieu extra-hospitalier ou avant 48 heures suivant l'admission à l'hôpital. Vous parlez de cette caractéristique communautaire, c'est-à-dire que ça doit survenir en milieu extra-hospitalier ou avant 48 heures qui suit l'admission à l'hôpital. D'accord? Il faut savoir que c'est potentiellement grave et ça engage le pronostic vital, donc malheureusement, ça entraîne des décès. Très important. Alors, on va faire un petit rappel, on va se focaliser un petit peu plus sur cette pneumonie, vu que c'est un problème santé publique, d'accord? Alors, la définition, il faut savoir, c'est très important, c'est une définition clinico-radiologique, c'est-à-dire vous avez besoin de la clinique plus une épreuve radiologique, d'accord? Il faut savoir qu'on n'a pas une définition consensuelle, d'accord? Donc, généralement, on dit une infection aiguë du parenchyme pulmonaire, mais cette aiguë, est-ce qu'on parle d'une infection qui date de moins d'une semaine ou 3 semaines? Donc, il y a un point d'interrogation. Plus, ce qui nous intéresse plus, vous avez la clinique qui est évocatrice. Donc, généralement, vous avez des symptômes et signes d'infection aiguë des voies respiratoires basses, c'est-à-dire tout, expectoration, la dyspnée, des sifflements, douleur thoracique par réaction pleurale, parce que vous savez très bien, le poumon, il est indolore. Généralement, c'est la réaction pleurale qui entraîne cette douleur thoracique. Et bien sûr, vous allez avoir fièvre et frisson parce que c'est une infection associée à l'infiltration radiologique, c'est-à-dire que vous devez avoir une preuve radiologique pour parler de pneumonie. Très important. Alors, on va un petit peu s'intéresser à cette physiopathologie. Alors, normalement, l'alvéole normale, comme vous voyez ici, il n'y a pas de cellules, donc vous allez avoir qu'un seul macrophage alvéolaire et une flore donc alvéolaire qui est minime, d'accord? C'est l'alvéole normale. Pourquoi? Parce que tout simplement, normalement, c'est un sac qui doit être rempli d'air pour favoriser les échanges capillaires, d'accord? Maintenant, si vous avez une pneumonie, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez avoir tout simplement une multiplication des pathogènes, principalement le pneumocoque, qui est le premier germe incriminé dans cette pathologie. Alors, vous avez donc bien sûr une multiplication des germes qui va arriver bien sûr des voies respiratoires hautes, donc il va descendre jusqu'à arriver au niveau des alvéoles. Donc, ils vont se multiplier. Bien sûr, cette macrophage alvéolaire, normalement, c'est quoi son rôle? C'est comme un agent de sécurité. Donc, généralement, il détecte est-ce qu'il y a un problème ou pas, d'accord? Dès qu'il va, bien sûr, détecter ces germes-là, donc il va, bien sûr, déclencher un signal d'alarme. Et donc, vous allez avoir toute une réaction inflammatoire qui va se déclencher avec des cytokines pro-inflammatoires, des macrophages, des polynucléaires neutrophiles, bien sûr, qui vont arriver à ce niveau-là et vont se multiplier. Et donc, ils vont gêner les échanges capillaires, donc les échanges alvéolo-capillaires entre l'alvéole et les vaisseaux, pardon. Et donc, vous allez avoir une dyspnée qui va s'installer, d'accord? Je m'explique encore plus. Alors, si vous voyez ici, donc vous avez ici le poumon normal, vous voyez, donc il est de couleur rosée. Si on fait un zoom sur le plan histologique, vous voyez ici, bien sûr, l'alvéole qui est fine et vous n'avez pas de cellules. Donc, l'alvéole, parce que comme je vous ai dit, doit être un sac rempli d'air. C'est fait pour qu'il contienne de l'air, pas plus, pas moins. Maintenant, si vous avez une pneumonie, comme vous voyez ici, donc sur ce poumon-là, en fait, ça a changé de couleur. D'ailleurs, on appelle hépatisation parce que ça ressemble au foie. Si on voit sur le plan histologique, vous voyez en fait l'alvéole qui est plein de cellules. C'est toutes des cellules, des polynucléaires neutrophiles, un œdème inflammatoire, des cytokines. Et donc, ça va bien sûr altérer les échanges alvéolo-capillaires. D'accord? Si carrément vous avez, à ce moment-là, c'est un stade très grave, si vous avez de la nécrose, donc ce qu'on appelle la pneumonie nécrotique, ici, vous voyez carrément que vraiment les alvéoles, ils sont pleins de cellules et vous avez carrément des hémorragies à l'intérieur des alvéoles avec un infiltrat qui est très massif. À ce moment-là, c'est une extrême urgence. Le pronostic vital, il est mis en jeu. Voilà. Donc, s'ajoute à ça, donc vous avez aussi, ça va aggraver les choses. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cet infiltrat des cellules qui va encore aggraver les choses parce qu'il va infiltrer les couches de l'endothélium des vaisseaux. Et donc, ça va tout simplement obstruer la lumière des vaisseaux. Au niveau, s'il s'agit d'une artère, bien sûr, pulmonaire, vous allez avoir une ischémie pulmonaire qui va s'ajouter. S'il s'agit d'une veine, vous allez avoir une embolie pulmonaire. Et donc, il faut savoir que la pneumonie entraîne une vascularite septique, tout simplement parce que vous avez cet infiltrat cellulaire au niveau des couches endothéliales des vaisseaux pulmonaires.
Bien sûr, on a d'autres dénominations. Selon l'agent microbien, on parle de pneumonie bactérienne ou atypique, si on parle des germes intracellulaires, principalement le chlamydia et le mycoplasme pneumonie, fongique, pneumocystose à VIH, principalement chez les sujets immunodéprimés HIV positifs, virale, ou carrément vous pouvez avoir des co-infections virales et bactériennes. Selon le site, donc ça peut toucher la branche et le poumon, donc bronchopneumopathie, ou bien carrément la trachée, trachéobronchopneumopathie, ou la plèvre et poumon, donc on parle de pleuropneumopathie. Selon l'acquisition, on parle, est-ce que c'est communautaire, c'est-à-dire en dehors d'un milieu hospitalier, ou ça a été acquis à l'hôpital, donc on parle nosocomial, ou carrément acquise sous ventilation mécanique. Généralement, ce sont ce qu'on appelle les pneumonies nosocomiales au service de réanimation. Ou bien selon la présentation radiologique, vous pouvez avoir un syndrome alvéolaire ou lobaire, donc la PFLA, ou interstitiel, vous pouvez avoir un syndrome interstitiel, ou selon le terrain, patient immunodéprimé, immunocompétent, donc suite à une inhalation du liquide gastrique, par exemple, ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Donc, vous voyez que vraiment, vous avez beaucoup de nominations par rapport à ça. Alors, il faut savoir que c'est un véritable fardeau humain et financier. Il faut savoir que c'est la première cause de décès d'origine infectieuse dans le monde. Donc, c'est une extrême urgence. Et quatrième cause, toute cause confondue. Donc, selon cette classification que vous voyez ici, donc 2016, vous voyez vraiment que sa place est quatrième. Quatrième cause, toute cause confondue. Bien sûr, la première, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et l'incidence, donc, elle est très fréquente. Donc, ça arrive jusqu'à 11,6 cas pour 1000 habitants. Mortalité, donc, ça entraîne des mortalités très importantes, 2,5 millions de décès par an. Et il a un coût très important, bien sûr. Selon cette étude Pneumocost, donc vous avez l'hospitalisation, ça coûte jusqu'à 7 000 € et le suivi jusqu'à 1 000 €. D'accord? Vous voyez donc que c'est un véritable problème de santé publique à l'échelle nationale et internationale. Alors, maintenant, quels sont les facteurs de risque de pneumonie? La première des choses, c'est l'âge. C'est très important, je souligne sur ça. Si vous avez un sujet qui dépasse 65 ans avec pneumonie, attention, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut quand même hospitaliser votre patient, d'autant plus s'il présente d'autres facteurs de risque. Mais seul l'âge, c'est un facteur de risque de pneumonie. Vous avez bien sûr donc l'alcool, les habitudes, bien sûr, l'alcool et le tabagisme, ça favorise les pneumonies, bien sûr. Et vous avez les comorbidités. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut rechercher les comorbidités, c'est très important. Principalement les cardiopathies, les insuffisances rénales chroniques, les insuffisances hépatocellulaires, les insuffisances respiratoires à type de BPCO, donc différentes comorbidités qui peuvent entraîner une immunodépression, d'accord? Si vous avez l'antécédent de pneumonie aussi, donc c'est déjà un facteur de risque de survenue de pneumonie. Et bien sûr, si vous avez un terrain d'immunosuppression, un patient qui prend des traitements immunosuppresseurs, soit parce qu'il présente une maladie auto-immune ou un cancer, ou par exemple, il est transplanté. Donc, il y a notion de transplantation d'organes. Bien sûr, ou bien c'est un patient immunodéprimé, soit asplénie, vous avez la notion d'asplénie, splénectomie, donc il a fait une splénectomie, ou bien il présente des immunodéficiences primaires à type par exemple d'hypocomplémentémie, hypogammaglobulinémie. Généralement dans ce cas-là, c'est le pneumocoque qui est responsable des pneumonies, et donc la vaccination va voir, elle a toute sa place. Et ou bien un patient qui présente un HIV positif. Donc, très important de rechercher ces facteurs de risque de pneumonie. Et on va voir que chez ces patients, généralement, on devrait faire la prévention par la vaccination, principalement anti-pneumocoque et anti-grippale. Voilà. Alors, les étiologies des pneumonies aiguës communautaires en Europe, donc selon cette étude qui a été faite en 2014, ils ont remarqué que le pneumocoque, donc, il est à la première place. Donc, 12 jusqu'à 85%, c'est le pneumocoque qui est responsable. Mais selon une étude qui était plus récente, qui a été faite en Amérique en 2015, donc, ils ont remarqué en fait que les virus, donc, ils occupent donc un pourcentage de 22%. Donc, ils sont les premiers à entraîner des pneumonies. Bien sûr, vous avez cette saisonnalité des pneumonies. On remarque très bien, comme toujours, donc, que vous avez un pic de pneumonie, d'incidence des pneumonies, principalement en hiver. Et donc, on dit que généralement, les virus respiratoires favorisent ça. D'accord? Mais en fait, la question qui se pose finalement et qui nous intéresse le plus, qui est le plus responsable de la mortalité? Est-ce que ce sont les virus ou les bactéries? Selon cette étude qui a été faite, donc on remarque très bien, comme vous voyez ici, que principalement, comme je vous ai dit, le sujet âgé qui dépasse 70 ans sont les plus aptes de décès, donc ils sont les plus risqués, d'accord?
Et on a remarqué effectivement que le pneumocoque, donc il est le premier, vraiment, il est le champion. Donc, donc vous avez le risque, il est multiplié fois 20 de mortalité si vous avez une pneumonie à pneumocoque par rapport, si on compare par exemple une pneumonie à influenza, donc c'est-à-dire grippale ou donc virus respiratoire syncytial. Et donc c'est pour cela que tout simplement, devant une pneumonie, on vise le pneumocoque, d'accord, et on donne l'antibiothérapie systématiquement à base d'amoxicilline. Donc on considère d'emblée que c'est le pneumocoque qui a fait donc la pneumonie et on donne systématiquement l'antibiothérapie, d'accord. Voilà. Et on dit que si la grippe combat, parce qu'on a vu cette saisonnalité des pneumonies, on a vu effectivement que les virus respiratoires sont les plus responsables, donc sont les germes les plus fréquents, d'accord. L'infection secondaire exécute. Donc, en fait, c'est le pneumocoque qui tue et non pas les virus respiratoires. Voilà, quand je vous ai dit pourquoi, parce que tout simplement, les virus respiratoires, ils compromettent l'immunité, donc ils affaiblissent les défenses locales, et donc ça permet de favoriser les surinfections bactériennes, comme vous voyez, carrément donc des surinfections à type d'aspergillose pulmonaire, c'est-à-dire c'est un champignon, comme vous voyez ici dans cette image scanographique, cette image en grêlo qui est en faveur de l'aspergillose. Voilà, maintenant on passe au vif du sujet, la prise en charge d'une pneumonie. Donc la première des choses, comme toujours, donc il faut faire un bon diagnostic positif. Et comme je vous ai dit, le diagnostic, donc il est clinico-radiologique. Deuxième des choses, il faut apprécier la gravité, c'est très important pour voir est-ce qu'on va traiter en ambulatoire ou on va carrément hospitaliser notre patient. Par la suite, on va voir est-ce que la démarche étiologique elle est systématique devant tout patient ou bien est-ce qu'il y a des indications particulières? Et bien sûr, comme je vous ai dit, le traitement, c'est l'antibiothérapie. On s'en fout, est-ce que c'est un virus ou autre chose qui a causé la pneumonie, parce qu'on traite d'emblée comme s'il s'agit d'une pneumonie à pneumocoque et donc à base d'amoxicilline. Et bien sûr, vous avez d'autres traitements adjuvants qui s'ajoutent à la prise en charge. Alors, le diagnostic positif, comme je vous ai dit, donc diagnostic clinique, on a vu, donc le patient se présente pour des symptômes respiratoires, donc type dyspnée, douleur thoracique, toux, fièvre, etc., mais aussi radiologique. Et donc, l'imagerie thoracique, il est systématique. Que ça soit une PAC ambulatoire ou hospitalisée, vous devez faire une radiographie thoracique systématiquement. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait, donc la radiographie thoracique en première intention. Il faut savoir que la TDM, c'est le gold standard, mais on ne fait pas ça en pratique parce que généralement, la radio, elle est suffisante. Ça permet donc de faire le diagnostic positif. D'accord. Et d'autant plus de rechercher les complications type d'atelectasie ou abcès et carrément d'éliminer les diagnostics différentiels, tuberculose principalement par les lésions, si vous retrouvez une lésion caverneuse apicale ou un cancer, généralement, vous avez une masse spiculée ou vous pouvez avoir un diagnostic qui est associé, c'est-à-dire la pneumonie va être le révélateur de ces deux étiologies, de ces deux pathologies. D'accord. La chose la plus importante, c'est le diagnostic de gravité. Est-ce que je vais hospitaliser mon patient ou pas? C'est ça la question la plus importante à répondre. Alors, vous avez fait votre diagnostic positif. La première des choses à faire, c'est que vous allez rechercher les signes de gravité sur le plan, comme toujours, donc respiratoire, hémodynamique et neurologique. Bien sûr, si vous avez ça, donc l'atteinte des fonctions supérieures, vous avez une altération de conscience ou fonction vitale. Donc, sur le plan hémodynamique, vous avez une hypotension ou tachycardie polypnée, température inférieure à 35 ou qui dépasse 40. Vous avez une néoplasie associée ou vous avez la notion de pneumonie d'inhalation ou un obstacle trachéobronchique connu. À ce moment-là, si vous avez les signes de gravité, vous hospitalisez votre patient systématiquement. Ou si vous avez les situations particulières, soit vous avez des complications, type d'un épanchement pleural, pleurésie ou un abcès par exemple, vous avez les conditions socio-économiques défavorables, une inobservance thérapeutique prévisible, par exemple un patient qui est connu psychotique, vous savez très bien qu'il ne va pas prendre le traitement, donc vous hospitalisez votre patient pour lui donner le traitement en voie injectable, et ou bien vous avez une notion d'isolement social, notamment chez les personnes âgées, donc l'hospitalisation, elle est recommandée. Si vous n'avez pas les signes de gravité et vous n'avez pas les situations particulières, vous allez rechercher les facteurs de risque de mortalité dont on vient de parler, c'est-à-dire l'âge qui dépasse 65 ans, vous avez des comorbidités à type d'insuffisance cardiaque congestive, maladie cérébrovasculaire, rénale, hépatique, BPCO, immunodépression, drépanocytose, antécédent de pneumonie, hospitalisation dans l'année précédente, vie en institution. Vous allez rechercher ces facteurs de risque. Alors, si vous avez l'âge qui est inférieur à 65 ans et deux facteurs de risque, ou l'âge qui dépasse 65 ans et un seul facteur de risque, vous allez hospitaliser votre patient systématiquement. Donc voilà, ce sont les recommandations dernières qui datent de 2010.
bien sûr, il faut savoir qu'on a des scores pronostiques. Donc, vous avez le score de Fine, donc qui est basé sur des critères cliniques et de comorbidité. On va le voir par la suite. Donc, généralement, ce score, c'est pas la peine de l'apprendre parce que vous allez le télécharger sur votre smartphone. Mais il faut savoir, généralement, qu'il y a beaucoup de variables. Donc, l'âge, il se base sur l'âge, sexe, les antécédents, signes cliniques, examen paraclinique. Par la suite, vous allez calculer votre score. Si vous avez, vous allez stadifier, bien sûr, votre patient. Si vous avez le stade 1 et 2, vous allez, donc, traitement en ambulatoire. Si vous avez le stade 3, 4 ou 5, bien sûr, l'hospitalisation, il est recommandé. Il faut savoir que c'est un score, donc un des scores les mieux validés qui permet donc de prédire le risque de mortalité. Voilà, et bien sûr, il faut savoir qu'il y a d'autres scores pronostiques. Ce qu'on utilise généralement, c'est ce score-là, c'est RB65 parce qu'il est facile. Donc, il se base principalement sur la confusion, C, confusion, R pour donc la fréquence respiratoire qui dépasse 30 cycles par minute, B, blood, donc c'est-à-dire la pression artérielle systolique moins de 90 ou diastolique moins de 60, et l'âge qui dépasse 65 ans. Donc, il est facile, vous le calculez donc, dans une minute. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce que je vais admettre mon patient au service de réanimation? Tout simplement, si vous avez un des deux critères majeurs, c'est-à-dire vous avez choc septique qui nécessite des vasopresseurs ou une insuffisance respiratoire aiguë qui nécessite une intubation. À ce moment-là, vous avez un seul critère, vous allez hospitaliser votre patient au service de réanimation. Ou bien, vous avez 3 de ces 9 critères mineurs, c'est-à-dire vous avez une polypnée, vous avez PaO2 sur FiO2 inférieur de 150, une atteinte multilobaire qui touche plusieurs lobes, confusion, désorientation temporospatiale, une urémie qui dépasse 7, leucopénie, thrombopénie, hypothermie ou une hypotension qui nécessite un remplissage. À ce moment-là, si vous avez 3 de ces 9 critères, bien sûr, vous allez hospitaliser votre patient au service de réanimation. Alors, la question qui se pose, de quoi meurt-on au cours de la PAC? Principalement, vous avez la détresse respiratoire parce que je vous ai dit, l'alvéole, c'est un sac normalement qui doit être rempli d'air pour favoriser les échanges alvéolo-capillaires. Or, comme vous avez vu, donc ça devient plein de cellules, plein d'œdèmes, plein de cytokines, et donc ces échanges sont perturbés, et donc généralement la principale cause de décès, c'est la détresse respiratoire. Il faut faire attention à ça, d'accord? Ou un choc septique parce que tout simplement vous avez une infection et donc une défaillance multi-organes, ou une insuffisance cardiaque, arythmie dans 7% des cas. Et donc ici, principalement, si le patient, donc il est connu avoir par exemple des comorbidités à type de cardiopathie. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'on va demander le diagnostic microbiologique? Est-ce qu'il est systématique chez tout le monde ou pas? Alors, si vous jugez que votre patient ne nécessite pas d'hospitalisation, c'est-à-dire le traitement en ambulatoire et vous allez l'envoyer chez lui, aucun examen biologique n'est nécessaire. D'accord? Si par contre, vous allez hospitaliser votre patient, à ce moment-là, vous allez demander tout un bilan, donc l'NFS bien sûr, CRP, l'hémoculture, examen cytobactériologique des expectorations, PCR si vous en avez, plus ou moins l'antigénurie, donc de la légionellose si vous suspectez la légionellose, plus ou moins si vous suspectez la tuberculose, donc vous allez demander donc, le bilan phthisieux, etc. Bien sûr, au service de réa, donc tout un bilan qui se déclenche par la suite. Alors, maintenant, le traitement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je vous ai dit, toujours en différencier. Est-ce que vous avez une pneumonie ambulatoire ou hospitalisée? Alors, vous avez une pneumonie, maintenant, vous jugez que vous allez traiter en ambulatoire. On va voir le sujet. Si vous avez un sujet jeune sans comorbidité, donc en première intention, on va viser, comme je vous ai dit, le pneumocoque et on va donner l'amoxicilline 3 grammes par jour, d'accord? Pendant 7 jusqu'à 10 jours. Si par contre, vous suspectez donc une bactérie atypique, vous allez donner les macrolides à type d'érythromycine ou clarithromycine. Et vous allez évaluer votre patient après 48 heures. C'est systématique. Alors, si vous avez un échec, c'est-à-dire vous avez toujours la persistance, voire l'aggravation des symptômes cliniques, à ce moment-là, vous allez switcher vers les macrolides. D'accord? Si par contre, ici, vous suspectez des bactéries atypiques, c'est-à-dire vous avez donné les macrolides et c'était avéré inefficace, vous allez switcher vers l'amoxicilline. D'accord? Généralement, quand est-ce qu'on suspecte les bactéries atypiques à type ce sont les bactéries intracellulaires type de Mycoplasma pneumoniae chlamydophila, pneumonie ou psittacie. Si principalement vous avez des signes extrathoraciques à type de rhinopharyngite, polyarthralgie, diarrhée, éruption cutanée. Donc, à ce moment-là, vous avez un doute, vous suspectez plus une bactérie atypique, surtout chez un sujet de moins de 40 ans, vous pouvez donner les macrolides et par la suite réévaluer. D'accord? Mais généralement, première intention, c'est le pneumocoque, donc c'est l'amoxicilline en premier lieu. D'autant plus si vous avez l'herpès labial. Ça nous oriente énormément. Si par contre, vous avez un sujet âgé qui dépasse 65 ans ou qui présente des comorbidités dont on vient de parler, à ce moment-là, vous allez donner l'amoxicilline protégée à type d'augmentin
ou ceftriaxone, d'accord? Ceftriaxone, généralement, c'est injectable, donc on le laisse en dernier. Généralement, on va donner Augmentin. Si après 48 heures, vous avez un échec, à ce moment-là, vous allez hospitaliser votre patient, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, l'âge en lui seul, c'est un facteur de risque de mortalité. Maintenant, si vous avez hospitalisé votre patient, alors vous avez sujet jeune sans comorbidité, début brutal, fièvre, dyspnée, comme on vient de dire, vous donnez l'amoxicilline, vous réévaluez après 48 heures. Vous avez un patient âgé ou qui présente des comorbidités, ou bien c'est post-grippal, donc ça peut être une surinfection bactérienne, vous donnez Augmentin, d'accord, ou céfotaxime ou fluoroquinolone. Fluoroquinolone, généralement, on le laisse en dernier. On préconise l'Augmentin ou bien l'amoxicilline protégée, d'accord? Si par contre, le patient, c'est jugé grave et donc le patient et le service de réanimation, à ce moment-là, on fait des associations. C'est principalement C3G plus macrolide ou C3G plus fluoroquinolone. Maintenant, comme je vous ai dit, la prévention, elle est très importante. Donc, la vaccination, c'est le pilier de la prise en charge des pneumonies. Principalement, on a le vaccin antigrippal et le vaccin antipneumococcique. C'est très important. Il faut savoir que le vaccin lui seul, donc ça a diminué l'incidence des pneumonies, ça a diminué le taux d'hospitalisation jusqu'à moitié et ça a diminué le taux de mortalité sur cette dernière étude. D'accord? Le vaccin antipneumococcique, il est systématique chez les immunodéprimés ou chez les patients qui ont des comorbidités, d'accord, des maladies chroniques à type d'insuffisance respiratoire, cardiaque, rénale, hépatique, BPCO, asthme sévère, patients diabétiques ou patients qui ont une brèche osseo-méningée ou un implant cochléaire. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, quel est l'examen complémentaire que vous allez demander en premier, selon vous? On vient de faire une petite révision. Donc, qu'est-ce que vous allez demander en premier chez ce patient et qui est nécessaire pour établir votre diagnostic positif? Très bien, excellent, oui. D'accord, très bien. Effectivement, donc vous avez tous raison, c'est la radiographie du thorax. Très bien. Maintenant, quels sont les critères de qualité des radiographies du thorax? Pour dire qu'une radiographie de thorax est de bonne qualité, quels sont les critères de qualité? Très bien, oui. Oui, très bien, oui. D'accord, très bien. Oui. Voilà, effectivement, donc comme vous avez dit, donc la première des choses, un bon centrage, généralement, c'est ce qu'on cherche, on recherche l'équidistance des extrémités internes des clavicules par rapport à la ligne des épineuses. La pénétrance, bien sûr, donc comment on sait qu'il est bien pénétré, donc généralement les corps vertébraux et les vaisseaux pulmonaires doivent être légèrement visibles derrière la silhouette cardiaque. Une bonne inspiration, comme vous avez dit, donc il faut compter 6 arcs de côte droite au-dessus du diaphragme et en position debout. Généralement, on recherche le niveau hydroaérique gastrique, c'est-à-dire la poche gastrique, mais si vous ne la retrouvez pas forcément, donc le patient est en position couchée, donc c'est inconstant, d'accord? Et le dégagement des omoplates, comme vous avez dit, voilà. Voilà, comme on a dit, donc vous voyez l'équidistance entre la clavicule et donc les corps vertébraux et la ligne des épineuses, et le dégagement des omoplates, bien sûr, et vous comptez bien sûr les 6 arcs, les six arcs, voilà, qui doivent être normalement 6 au-dessus de la coupe diaphragmatique. Les critères d'orientation, bien sûr, vous avez 2 critères fiables, la poche gastrique à gauche et la petite scissure à droite. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous orientez la radiographie par la clinique. Maintenant, interprétez la radiographie thorax. Très bien, oui.
Très bien, oui. Oui. D'accord. OK. Voilà, donc comme vous avez dit tous, donc c'est une radiographie thoracique de face du patient, faites-le, qui a objectivé une opacité systématisée au niveau du lobe supérieur droit, à limite floue, homogène, avec bronchogramme aérien. Donc c'est le syndrome alvéolaire, c'est principalement pneumonie franche lobère aiguë. Alors, un petit peu de sémiologie radiologique. Donc, c'est quoi le syndrome alvéolaire? C'est tout simplement un ensemble des signes radiographiques qui traduit le comblement des alvéoles, que ce soit par du liquide, des cellules ou des substances protéinacées. Donc, signes radiologiques, vous avez 7 signes qui vous orientent vers ce syndrome-là. Alors, vous avez l'opacité à limite floue, systématisée, confluente, avec bronchogramme aérien, comme vous avez dit, c'est très caractéristique, ou une opacité micronodulaire à limite floue, ou une opacité en aile de papillon, et l'évolution elle est relativement rapide et précoce. Si vous faites des radios de contrôle, donc généralement ça disparaît rapidement après traitement adéquat. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'autres examens complémentaires pour confirmer votre diagnostic? Très bien. Oui. Oui. Voilà, effectivement. Donc, vous avez tous raison. Donc, le diagnostic, il est clinico-radiologique. Donc, on n'a pas besoin d'autres examens complémentaires pour poser le diagnostic positif. Maintenant, est-ce que vous allez traiter le patient en ambulatoire ou vous allez l'hospitaliser? D'accord. Pourquoi? Oui. Mhm. Oui, effectivement. D'accord. Alors, comme on vient de dire, donc la première des choses, on recherche les signes de gravité, d'accord? Par la suite, on voit est-ce qu'il y a des situations particulières qui nécessitent l'hospitalisation. Alors, ce patient-là n'a pas de signes de gravité et il n'est pas dans ce cadre-là des situations particulières. Par la suite, donc, on recherche les facteurs de risque de mortalité, comme on vient de dire. Et l'autre patient, donc l'âge n'est pas supérieur à 65 ans, il n'a pas de comorbidité connue, et il n'a pas d'immunodépressant, il n'y a pas d'antécédent de pneumonie. Donc, généralement, la prise en charge, elle est ambulatoire. Bien sûr, je vous ai dit, vous avez ces scores pour vous faciliter la tâche, vous les calculez. Donc, comme vous voyez, donc, il y a beaucoup de critères, donc facteurs démographiques, comorbidité, données d'examen physique, données radiologiques et biologiques. Vous calculez cet ensemble-là et il va permettre de vous stadifier votre patient. Donc, comme on vient de dire, 1, 2, donc traitement ambulatoire, 3, 4, 5, hospitalisation. Et vous avez le score CRB65, donc il est très facile, vous pouvez rapidement le calculer. 0 critère, donc traitement ambulatoire possible. Dès que ça dépasse un critère, évaluation à l'hôpital. Alors, comme on vient de le dire, donc, le patient n'a pas de signe de gravité. On a calculé le score CRB65, il est de 0. Donc, comme vous avez dit tous, donc, le traitement, il est en ambulatoire. Très bien. Alors, maintenant, je vais faire passer un message très important. Il faut savoir que la présentation chez le sujet âgé peut prêter confusion. Il faut savoir que le sujet âgé ne va pas vous présenter toujours le tableau typique évocateur d'infection respiratoire basse, c'est-à-dire toux, dyspnée, douleur thoracique, fièvre, frisson. Non. Généralement, le sujet âgé va venir pour une altération de l'état général ou un tableau de déshydratation, une dénutrition, une décompensation d'une maladie chronique, principalement comme diabète ou BPCO. Donc, à ce moment-là, généralement, sujet âgé, il faut avoir le réflexe de demander la radiographie thoracique et de rechercher une pneumonie, d'accord? Parce que vous n'allez pas avoir toujours le tableau typique d'infection respiratoire basse. C'est vraiment les signes généraux, généralement, ils se manifestent par des signes généraux. Voilà. Alors, maintenant, quelle ordonnance allez-vous délivrer à votre patient? Qu'est-ce que vous allez lui prescrire comme médicament?
Très bien. Oui, très bien. Oui, excellent. Excellent, oui. Très bien. Voilà, vous l'avez dit tous. Donc voilà, l'amoxicilline. Pourquoi? Parce que le pneumocoque, il tue. Et donc l'antibiothérapie, elle est systématique. On vise le pneumocoque et on donne l'amoxicilline. Donc un comprimé 1 gramme, un comprimé 3 fois par jour pendant 7 jusqu'à 10 jours. Et le paracétamol, bien sûr, comprimé 500 milligrammes chaque 6 heures si vous avez la fièvre, bien sûr. Alors, les informations, par contre, il faut expliquer ça au patient. C'est très important. Donc, il doit prendre l'antibiotique et il ne doit pas l'arrêter. C'est très, très important. Il faut expliquer ça. Bien sûr, lui, il ne connaît pas c'est quoi la pneumonie, le risque de mortalité, etc. Donc, vous devez bien sûr lui annoncer le diagnostic. C'est une infection du poumon. Expliquer pourquoi vous ne l'avez pas hospitalisé, parce qu'il n'y a pas de critères de gravité, il n'y a pas de signes de gravité pour l'hospitaliser. Mais par contre, il doit prendre son traitement à base d'antibiotiques et il ne doit pas l'arrêter. D'accord? Il doit terminer la durée, donc il doit terminer son traitement. Et bien sûr, il doit surveiller la température et tout nouveau signe. Et la consultation de contrôle, comme vous avez dit effectivement, elle doit être faite dans 48 heures. Mais s'il présente de nouveaux signes avant ce délai ou aggravation de ces symptômes, il doit consulter en urgence. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir généralement pourquoi on dit ça. Parce que si la fièvre et les symptômes ils persistent après 48 heures, soit le germe il est résistant à l'amoxicilline, ou bien vous avez des complications, c'est-à-dire un abcès, pneumonie nécrosante, un empyème pleural, pleurésie, etc. À ce moment-là, donc le patient doit être hospitalisé avec toute une autre prise en charge. D'accord? Donc, consultation de contrôle dans 48 heures. Il faut expliquer ça au patient. Sinon, s'il y a une aggravation avant ce délai, il doit consulter en urgence. Et bien sûr, c'est un patient tabagique, donc il doit y avoir toujours le conseil minimal pour l'arrêt du tabac. Vraiment, c'est pas vous n'allez pas argumenter ni rien, c'est juste vous allez lui poser la question, est-ce que vous voulez qu'on vous aide à arrêter? S'il vous dit oui, donc il faut l'orienter vers une consultation anti-tabac, d'accord? Et bien sûr, comme je vous ai dit, donc la surveillance est très importante, donc il faut revoir le patient après 48 heures pour voir est-ce que vous allez élargir le spectre ou bien changer carrément l'antibiotique. Et c'est quoi les critères de guérison? Bien sûr, l'amélioration clinique dès les premiers jours, principalement la disparition de fièvre, mais le nettoyage radiologique, il faut savoir que ça nécessite un petit peu plus de temps, et donc vous demandez la radio de contrôle à la fin du traitement. Quelles mesures après la guérison? Bien sûr, vous allez l'envoyer en consultation pneumologue. Pourquoi? Parce que vous avez un patient fumeur, donc c'est un patient tabagique chronique. Donc, bien sûr, à ce moment-là, le pneumologue va lui demander spirométrie de base pour éliminer le BPCO, bien sûr. Et il faut savoir, attention, qu'une infection respiratoire basse peut révéler un cancer bronchique. Et donc, il faut faire radio de contrôle à distance pour éliminer une néoplasie cachée. D'accord? Il faut toujours, patient, faut pas il faut pas se focaliser que sur la pathologie, mais il faut voir le patient en son ensemble. D'accord? Et voilà donc un résumé un petit peu de cet arbre décisionnel qui va nous résumer tout ce qu'on vient de dire. Alors, vous avez une pneumonie aiguë communautaire de la vie. Première des choses, comme je vous ai dit, vous recherchez les signes de gravité ou situation particulière. Vous avez les signes de gravité ou la situation particulière, vous hospitalisez votre patient. Si vous n'avez pas les signes de gravité, vous recherchez les facteurs de risque de mortalité. Alors, vous avez l'âge moins de 65 ans avec 2 facteurs de risque ou l'âge qui dépasse 65 ans avec un seul facteur de risque ou le score CRB65 qui dépasse 1, supérieur ou égal à 1, vous hospitalisez votre patient. D'accord? Si par contre vous n'avez pas ça, vous allez faire donc traitement en ambulatoire et comme on vient de dire, donc vous donnez l'amoxicilline, d'accord? Vous visez le pneumocoque. Si vous avez un doute entre pneumonie, donc streptocoque pneumonie et les germes atypiques, vous pouvez donner la pristinamycine et macrolide, etc. Généralement, c'est rare. Et vous évaluez votre patient après 48 heures. Vous avez une amélioration clinique, donc il va terminer son traitement. Vous avez la persistance des symptômes ou une aggravation carrément, vous demandez la radiographie ou bien vous allez, donc à ce moment-là, vous allez hospitaliser votre patient et pour voir qu'est-ce que vous allez faire par la suite, d'accord? Alors, je vais faire passer un message. Il faut faire attention à l'usage des antibiotiques. Parce que vraiment, malheureusement, aujourd'hui, l'antibiorésistance, c'est un véritable problème à l'échelle internationale. Et donc, comme vous voyez ici, donc vraiment, ça entraîne des décès très importants selon cette étude-là. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous ai dit la pneumonie, oui, l'antibiothérapie, elle est indiquée. Mais comme vous voyez ici d'ailleurs, donc la prescription inutile et inadaptée des antibiotiques, donc ça entraîne jusqu'à 7000 décès par an dans le monde causés par ça.
Et donc, vous avez une augmentation de résistance bactérienne, vous avez l'augmentation de la morbimortalité parce que vous allez avoir des échecs thérapeutiques avec des effets secondaires et augmentation des coûts de santé parce que vous allez demander d'autres examens complémentaires. Vous allez hospitaliser. On a vu que le coût d'hospitalisation, il est cher, principalement, d'autant plus si vous allez hospitaliser votre patient en unité de soins intensifs ou au service de réa. Donc, c'est vraiment un coût très important. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand je vous ai dit, lorsque vous avez une pneumonie, et d'ailleurs, donc, vous devez avoir une preuve radiologique, la prescription d'antibiotiques, elle est systématique. D'accord? Mais si vous avez une bronchite aiguë, donc vous ne devez pas prescrire l'antibiotique. L'antibiothérapie, elle est proscrite. D'accord? Donc, généralement, la bronchite aiguë, c'est quoi? C'est tout simplement une inflammation aiguë de la muqueuse bronchique sans atteinte du parenchyme pulmonaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez examiner votre patient, vous n'allez pas retrouver des râles crépitants. D'accord? C'est un signe négatif très important. Généralement, ça survient, donc vous avez le caractère épidémique en période hivernale et on se contente d'un traitement symptomatique à base d'antipyrétiques, mucolytiques, etc. Et bien sûr, vous allez revoir votre patient par la suite. Exacerbation de BPCO, donc c'est un patient qui est connu, donc porteur de BPCO ou bronchite chronique chez un tabagique chronique. La prescription d'antibiotiques, il est jugée dans 50% des cas. Principalement, quand est-ce que si vous avez une aggravation de sa dyspnée ou augmentation du volume de ses expectorations, ou bien vous avez des expectorations purulentes, oui, à ce moment-là, l'antibiothérapie, elle est donc justifiée. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, bronchite aiguë, le message clé maintenant, vous ne devez pas prescrire d'antibiotiques. Vous avez une pneumonie, la prescription d'antibiotiques, elle est obligatoire. Voilà. Et bien sûr, je vais faire passer ce mot-là. Donc, bien sûr, la fièvre n'égale pas une déficience en ceftriaxone ou bien augmentant. Donc, toujours, il faut examiner votre patient. Fièvre n'égale pas infection bactérienne. Donc, il y a beaucoup d'étiologies. Il faut bien sûr faire un examen interrogatoire minutieux et examen clinique et paraclinique adapté. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hébreu? D'accord, donc on passe. Alors, deuxième cas clinique, vous avez Younes, 16 ans, sans antécédents pathologiques, qui consulte aux urgences pour céphalée, fièvre, myalgie, asthénie anormale et vomissement. Ces symptômes évoluent depuis 24 heures. Alors, l'examen clinique à l'admission, vous avez un patient en conscience, score de Glasgow 15-15e, mais par contre, il se plaint des céphalées et il est fébrile à 40. Il présente une photophobie et une raideur de la nuque. On note également, donc, vous avez une fréquence cardiaque à 130 battements par minute, fréquence respiratoire 40 cycles par minute et la pression artérielle 12,6 cm de mercure. Quel est le syndrome que le patient présente? Qu'est-ce qu'il présente comme syndrome? Très bien, oui. Très bien. D'accord. Effectivement, donc vous avez un syndrome ménager plus le syndrome infectieux, bien sûr, fièvre et frissons, etc. Maintenant, quel est le premier réflexe à faire devant un syndrome ménager? C'est quoi la première des choses? Vous avez un patient qui présente un syndrome ménager. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? J'entends du bruit et ça va perturber donc la concentration des autres. Merci. Voilà. Donc, quel est le premier réflexe à faire devant un syndrome ménager? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Pour éliminer une urgence. D'accord. 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 OK. Mhm. Oui. D'accord. Alors, donc maintenant, je vais vous faire passer ce message une fois pour toutes. Vous n'allez jamais oublier. Alors, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Première des choses, lorsque vous avez un patient qui présente
syndrome ménager, vous devez le déshabiller et vous devez rechercher ces lésions purpuriques, essentiellement au niveau des membres inférieurs. Donc, il faut éliminer le purpura fulminans parce que c'est une urgence antibiotique absolue. Vraiment, ça engage le pronostic vital du patient. Alors, j'espère que c'est clair. Maintenant, effectivement, donc on a déshabillé notre patient, on l'a examiné et on a remarqué qu'il présente des lésions cutanées punctiformes de couleur bleu violacé. Et c'est très important comme caractère sémiologique qu'il ne s'efface pas à la vitropression. C'est-à-dire purpura, pour parler de purpura, normalement, ça ne doit pas s'effacer à la vitropression. Qu'est-ce qu'il faut faire devant ce tableau-là? En urgence. Oui. Très bien. D'accord. Très bien, oui. Très bien, effectivement, donc vous avez dit. Voilà, donc on va faire un petit rappel avant de commencer la prise en charge. Alors, purpura fulminans, il faut savoir que c'est une infection bactérienne disséminée au niveau de l'organisme qui est responsable d'un choc septique. C'est une urgence infectieuse absolue. Le pronostic vital, il est rapidement mis en jeu. Donc, vous voyez, la mortalité, elle est de 40%. Et il est directement lié au délai de l'initiation de l'antibiothérapie. Vraiment, cette notion, c'est même pas golden hour, c'est vraiment une notion de minutes. Plus vous administrez l'antibiothérapie, plus vous avez le pourcentage de sauver votre patient qui augmente. Pronostic fonctionnel aussi, il peut être mis en jeu parce qu'on peut faire des amputations distales au niveau des membres qui sont touchés. Il faut savoir que vous avez 2 groupes d'âge à haut risque, principalement l'enfant de moins de 5 ans et les jeunes adultes. Donc vraiment, il faut faire attention. Dès que le diagnostic de purpura fulminans il est évoqué, voire carrément il est suspecté, vous devez administrer en urgence l'antibiothérapie parentérale, en intraveineux ou à défaut en intramusculaire si vous êtes en préhospitalier, donc vous êtes par exemple, voilà, parce qu'en pays développé, donc vous avez cette structure préhospitalière qui est développée. Mais généralement chez nous, non. Donc généralement, on administre le ceftriaxone, chez l'adulte 1 à 2 grammes, chez le nourrisson et l'enfant 50 à 100 mg par kilo sans dépasser 1 gramme, ou céfotaxime, chez l'adulte 1 gramme, chez le nourrisson et l'enfant 50 mg par kilo sans dépasser 1 gramme, ou à défaut, si vous n'avez pas ça par exemple, amoxicilline 1 gramme en IV ou IM chez l'adulte, chez le nourrisson et l'enfant 25 jusqu'à 50 mg par kilo sans dépasser 1 gramme. C'est très important. Donc, en urgence, il faut administrer ça, que ce soit ceftriaxone ou céfotaxime ou amoxicilline par défaut. Il faut savoir que le purpura fulminans, c'est la seule situation en maladie infectieuse où le traitement doit précéder tout prélèvement diagnostique. Alors, vous avez des signes infectieux, vous examinez votre patient, vous retrouvez des éléments nécrotiques ou échymiotiques qui dépassent 3 mm, égale purpura fulminans, égale antibiothérapie en urgence, avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Alors, il faut savoir, je vais faire passer ce message, c'est que les lésions purpuriques à la phase précoce, il faut savoir qu'ils peuvent être prises à tort pour cyanose des extrémités ou des marbrures sur les genoux. Le point majeur, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est très important sur le plan sémiologique, c'est qu'ils ne s'effacent pas à la vitropression. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer, ils ne vont pas blanchir, ils vont rester donc dans la même couleur, d'accord? Et bien sûr, ce ne sont pas des lésions rouges vifs, mais ils sont plutôt violacés, ils sont plutôt pâles. Comme vous voyez ici, donc vous voyez ici, ça a commencé au niveau du doigt, et ça ressemble donc à une cyanose. Donc vous pouvez prendre confusion et cyanose. Pour faire la différence, tout simplement, vous appuyez sur. Si ça ne s'efface pas à la vitropression, c'est-à-dire que c'est un purpura, d'accord? D'autant plus si vous avez la fièvre, c'est un purpura fébrile égale purpura fulminans. Vous administrez l'antibiothérapie en urgence. Ici, par exemple, la même chose, donc ça peut prêter confusion à des marbrures, la même chose. Ici, carrément, c'est un stade très tardif, malheureusement. C'est très clair que c'est un purpura fulminans. Comme je vous ai dit, il faut traiter à la phase précoce. Ici, carrément, vous voyez que généralement, ce patient va risquer malheureusement l'amputation de ses doigts. Alors, en pratique, tout enfant qui présente, principalement parce que ce sont, comme je vous ai dit, les enfants qui sont plus touchés, qui présentent une fièvre ou un malaise, doit être examiné entièrement nu
afin de détecter les lésions purpuriques, parce que parfois, ça peut siéger seulement au niveau du cuir chevelu ou bien seulement au niveau d'une partie au niveau, au niveau du corps. Mais le problème, c'est que ça se dissémine rapidement. Donc, il faut examiner le patient entièrement nu. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, vous avez un délai de moins de 10 minutes pour évoquer le diagnostic de purpura fulminans devant toute fièvre inexpliquée et ou malaise fébrile. Je vous ai dit toujours, il faut évoquer le pire, d'accord? Il faut éliminer les urgences vitales. Et vous avez un délai de moins de 15 minutes pour examiner le patient entièrement déshabillé, avoir injecté la première dose d'antibiotiques, que ce soit ceftriaxone, céfotaxime ou à défaut amoxicilline, et avoir initié la prise en charge symptomatique, la mise en condition du patient, comme vous avez dit tous. Et moins de 30 minutes pour avoir transféré le patient en réanimation et avoir prélevé les hémocultures, d'accord, pour adapter le traitement par la suite. Maintenant, quelles sont les 3 indications de donner l'antibiothérapie avant la ponction lombaire? Donc, on a déjà vu la première, purpura fulminans. Quelles sont les 2 autres indications? Quand est-ce que vous allez administrer l'antibiothérapie avant de faire la ponction lombaire? D'accord. Oui. Oui. D'accord. Alors, il faut savoir que l'antibiothérapie doit être administrée avant toute ponction lombaire dans 3 situations. Purpura fulminans, comme on vient de dire. Si la prise en charge hospitalière elle est impossible à réaliser dans les 90 minutes, voilà, principalement si vous êtes dans des structures lointaines, ou si vous avez tout simplement une contre-indication à la ponction lombaire. On va les voir par la suite. Donc, principalement une anomalie d'hémostase, vous avez trouble d'hémostase, risque élevé d'engagement cérébral ou une instabilité hémodynamique. Alors, lors de l'examen clinique, l'interne de garde, donc, il note une impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux et une flexion involontaire des membres inférieurs lorsqu'il fait la flexion forcée de la nuque. Comment se nomment ces 2 signes? Donc, ces 2 signes, sur le plan sémiologique, comment s'appellent? Très bien, oui. Très bien, oui, effectivement, c'est ça. Excellent. Voilà, le signe de Kernig et Brudzinski. Alors, Kernig, voilà, donc c'est la limitation de l'élévation des membres inférieurs et l'impossibilité de faire la flexion de cuisse sans flexion de genou. D'accord? Et le signe de Brudzinski, voilà, comme vous avez dit, effectivement, donc c'est la flexion involontaire des membres inférieurs et la flexion forcée de la nuque. Alors, généralement, en fait, pour les retenir, qu'est-ce que je dis? Alors, Kernig et Ni. En fait, je vais la Knie, c'est-à-dire le genou en anglais. Généralement, on le dit Ni. Donc, KK, pour retenir ça. Donc, Kernig et Knie, d'accord? Et Brudzinski, bien sûr, ce sera l'autre. Alors, maintenant, quel est le premier examen complémentaire à faire? Et d'ailleurs, vous l'avez dit auparavant. La première des choses à faire, comme examen complémentaire. Très bien. Excellent, voilà, effectivement. Voilà, c'est la ponction lombaire, comme vous avez dit, effectivement. Alors, avant de réaliser la ponction lombaire, il est impératif d'éliminer ces contre-indications. Et donc, la question qui se pose, quelles sont les contre-indications de la ponction lombaire?
Très bien, oui. Très bien, oui. Très bien, oui, oui. Tatouage? D'accord, oui, OK. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ou bien je peux passer? Oui, oui, très bien, oui. Voilà. OK. Donc, avant de parler des contre-indications, je vais parler plutôt des indications. Il faut savoir qu'il y a des indications diagnostiques et thérapeutiques, cette ponction lombaire. Donc, en matière de neurologie, vraiment, elle est très, très indiquée. Principalement dans les infections du système nerveux central, comme vous avez dit, donc dans méningite, bien sûr, encéphalite, myélite, maladie à prion. D'accord? C'est la maladie à vache folle, donc entre parenthèses. L'aide permet donc au diagnostic, donc l'aide au diagnostic d'hémorragie sous-arachnoïdienne en oncologie, dans le cadre de méningite carcinomateuse, lymphome, leucémie, si vous avez des signes d'appel neurologique, maladie inflammatoire qui touche au système nerveux central, sclérose en plaques, vascularite, la sarcoïdose, des neuropathies, que ce soit aiguës et chroniques, et dans le bilan de démence. Donc vraiment, il a beaucoup de place en neurologie. Et donc, diagnostic et thérapeutique dans le cadre d'une hydrocéphalie à pression normale. Donc, ça permet de soulager la patiente. Le patient, donc, on fait des ponctions lombaires évacuatrices et dans l'hypertension intracrânienne idiopathique aussi. Idiopathique, je dis. Anesthésie et traitement médicamenteux intratécal, principalement si vous voulez administrer un intratécal des antibiotiques ou des cytostatiques. Maintenant, les contre-indications, comme vous avez dit, les troubles d'hémostase, très bien. Une infection cutanée en regard de la zone de ponction, bien sûr, sinon vous allez disséminer le germe. Les signes cliniques d'engagement, midriase, troubles ventilatoires d'instabilité hémodynamique et, comme vous avez dit, donc l'effet de masse ou des signes d'engagement scanographique. Voilà. Il faut toujours les éliminer en premier. Maintenant, la question qui se pose, quelles sont les indications de la TDM avant la ponction lombaire? Quand est-ce qu'on va faire la TDM avant de faire la ponction lombaire? Oui, très bien. D'accord. Oui, d'accord. Très bien. Voilà, comme vous avez dit, donc effectivement, les signes de localisation neurologique, syndrome d'hypertension intracrânien, trouble de vigilance si vous avez un score de Glasgow moins de 11 et si vous avez des crises épileptiques. D'accord? Donc à ce moment-là, la TDM doit précéder la ponction lombaire. Maintenant, quel est l'aspect normal du liquide céphalo-rachidien? Pour pouvoir interpréter les résultats de la PL, donc on devrait savoir la normale, n'est-ce pas? Et donc, quel est l'aspect normal du liquide céphalo-rachidien? Oui, très bien. Oui, très bien. D'accord. Voilà, donc comme vous avez dit, donc l'aspect clair eau de roche, les leucocytes sont moins sur le plan cytologique, donc ils sont de moins de 10 éléments. Et après dominance lymphocytaire, et la glycorachie, il est supérieur ou égal à 50% de la glycémie concomitante, et la protéinorachie inférieure à 0,40 grammes par litre. Voilà, alors on a fait la ponction lombaire et voici les résultats. Donc, l'a objectivé un liquide eau de riz, 960 éléments, à prédominance PNN,
polynucléaire neutrophile. La glycorachie, donc, elle est de 0,5 mmol par litre pour glycémie à 4,45. Protéinorachie à 2,5. Et l'examen direct, il a objectivé des diplocoques à grammes négatifs en grains de café associés par leur côté aplati. Et donc, quel est le diagnostic que vous évoquez maintenant en premier? Qu'est-ce que vous évoquez après la ponction lombaire? Il s'agit de quoi? D'accord. Mhm. Oui. D'accord. Voilà, effectivement, donc vous avez dit la réponse juste. Donc, c'est une méningite bactérienne à méningocoque, d'accord? Comme vous voyez, ce sont des diplocoques à grammes négatifs en grains de café qui sont accolés par leur côté aplati, ou bien ce qu'on appelle un Neisseria meningitidis. Alors, maintenant, on va faire un petit rappel. Donc, c'est le profil du SR dans les méningites infectieuses. Donc, on a vu le normal. Maintenant, lorsqu'on parle des méningites bactériennes purulentes, donc généralement, il est purulent, louche, la glycorachie, elle est inférieure à la moitié de la glycémie concomitante parce que tout simplement, vous avez la bactérie qui consomme du glucose. Vous allez voir une hyperalbuminorachie parce que vous avez toutes des protéines inflammatoires qui s'installent au niveau du LCR. Et vous avez, si les cellules, vous allez retrouver des PNN altérés, bien sûr, parce qu'il y a du pu. Et l'examen direct, donc ça permet d'identifier le germe responsable. Est-ce que c'est le méningocoque ou autre chose? Méningite tuberculose, généralement, l'aspect, il est clair. Et vous avez toujours donc une hypoglycorachie. Pourquoi? Parce que vous avez le bacille de Koch ou bien le Mycobacterium tuberculosis qui consomme du glucose. Vous allez avoir toujours une hyperalbuminorachie parce que vous avez des protéines inflammatoires et à prédominance, les cellules à prédominance lymphocytaire, bien sûr, parce que tuberculose, vous savez, c'est un germe intracellulaire. Voilà, l'examen direct, plus ou moins, ça peut ou pas objectiver le germe. Et la méningite virale, donc l'aspect, il est clair. Bien sûr, il n'y a pas de consommation de glucose, donc glucorachie est normale. L'albuminorachie est discrètement élevée. Et à prédominance, bien sûr, lymphocytaire, parce que le virus, il est se multiplie en intracellulaire. L'examen direct, généralement, il est négatif, bien sûr. On pourra faire la PCR pour identifier le virus responsable. Alors, le message important, c'est que devant toute méningite lymphocytaire, c'est-à-dire à prédominance lymphocytaire avec hyperalbuminorachie et hypoglycorachie, ça doit être retenu comme d'origine tuberculose parce que chez nous, au Maroc, nous sommes un pays d'endémie tuberculose. Et donc, on considère d'emblée comme d'origine tuberculose et on démarre le traitement à base d'antibacillaires. Donc, traiter à coup sûr, c'est traiter trop tard. Et on sait très bien que la méningite, c'est une urgence vitale. Que ça engage le pronostic vital ou pronostic fonctionnel. Et toute pathologie psychiatrique aiguë, fébrile, on la considère d'emblée comme une méningoencéphalite herpétique jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on devra démarrer le traitement à base d'acyclovir en urgence. D'accord? Voilà. Quels autres examens complémentaires allez-vous demander? Donc, le diagnostic il a été posé de méningite bactérienne. Quels sont les autres examens complémentaires que vous allez demander? Très bien. Très bien. Très bien, oui. Mhm. D'accord. Voilà, effectivement, les hémocultures sont systématiques, d'accord? L'NFS, donc généralement pour rechercher l'hyperleucocytose à PNM, parce que vous avez un syndrome infectieux. La CRP, vous allez la retrouver élevée. Procalcitonine dépasse 0,5 nanogrammes par ml, donc ça permet de vous orienter vers l'origine bactérienne, parce que vous avez une procalcitonine élevée. Le bilan d'hémostase, bien sûr, parce qu'il faut éliminer le trouble d'hémostase, et ça peut être perturbé d'ailleurs. Et bien sûr, la radiographie thoracique de face à la recherche d'une pleuropneumopathie. D'accord, associé. Et bien sûr, il faut faire l'examen ORL à la recherche de la porte d'entrée et bien sûr, il faut la traiter.
Maintenant, quelles sont les indications d'admission en réanimation? Quand est-ce que vous allez admettre votre patient au service de réanimation? D'accord. D'accord, oui. Très bien, oui. D'accord. Alors, voilà, comme vous avez dit, effectivement, donc si vous avez le purpura extensif, purpura fulminans, donc vous avez l'indication d'admettre votre patient en service de réanimation. Un score de, parce que c'est rapidement, ça engage le pronostic vital de façon très rapide. D'accord? Donc, il faut mettre en condition antibiothérapie et surveillance stricte. Un score de Glasgow inférieur à 8. D'accord? Les signes neurologiques focaux. Vous avez des signes de focalisation. Attention. Vous avez des signes de souffrance du tronc cérébral. Vous avez un état de mal épileptique et une instabilité hémodynamique. Donc, ce sont les signes de gravité à rechercher et admettre votre patient au service de réanimation en urgence. Maintenant, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Qu'est-ce que vous allez donner à votre patient? Thérapeutique en fonction du germe. Généralement, le méningocoque, c'est le premier germe responsable du purpura fulminans, mais il faut savoir que vous pouvez avoir le pneumocoque aussi, peut donner purpura fulminans dans certains cas. Voilà. Et bien sûr, traitement préventif vis-à-vis de l'entourage. Donc, la première des choses, il faut définir c'est quoi le sujet contact. C'est tout simplement, c'est un patient, c'est une personne qui est exposée directement aux sécrétions rhinopharyngées d'un patient dans les 10 jours qui précèdent son hospitalisation ou à l'hôpital, si principalement un médecin ou un infirmier, il a eu un contact étroit, inférieur à 1 mètre et prolongé qui dépasse 8 heures avec l'exposition directe aux sécrétions oropharyngées. À ce moment-là, c'est un sujet contact et donc il doit prendre le traitement préventif. Parce qu'on sait très bien l'infection méningocoque, il est très, très, très invasif et très transmissible. D'accord? Donc, généralement, qu'est-ce qu'on donne? Donc, on donne l'antibioprophylaxie, donc 24 à 48 heures qui suit le diagnostic en urgence. Parce que vous avez vu, donc c'est une extrême urgence, la méningite à méningocoque. Généralement, on donne la rifampicine, 60 mg x 2 par jour pendant 2 jours, ou spiramycine, 3 millions unités x 2 par jour pendant 5 jours. Et il y a d'autres antibiotiques à défaut, donc ceftriaxone, ciprofloxacine. Généralement, ce qu'on donne en pratique, c'est la rifampicine, d'accord? Et bien sûr, il faut surveiller votre patient, bien sûr, établir une fiche de surveillance comme toujours. Surveiller principalement la température, les constantes vitales, la diurèse, conscience, l'examen neurologique et bien sûr, ce qui est important, l'évolution des lésions purpuriques. Donc, il faut vraiment tracer une cartographie et voir est-ce qu'il y a une régression des lésions ou carrément une persistance, voire une aggravation pour savoir est-ce qu'on est efficace sur le plan thérapeutique ou pas. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier, il faut déclarer, c'est une maladie à déclaration obligatoire, d'accord? Alors, les points donc, à retenir, c'est quoi? La première des choses, il faut déshabiller intégralement le patient, principalement s'il s'agit d'un enfant, en cas de fièvre inexpliquée ou malaise fébrile. Il ne faut pas retarder l'introduction d'antibiothérapie pour réaliser d'autres examens complémentaires, d'autres prélèvements biologiques devant une suspicion de purpura fulminans. Il vaut mieux traiter par excès à la moindre suspicion. D'accord? Personne ne va vous dire pourquoi vous avez administré l'antibiothérapie si vous suspectez donc purpura fulminans. Il ne faut jamais oublier l'isolement du patient parce que c'est très invasif. D'accord? L'infection méningocoque, elle est très invasive. Donc, il faut isoler le patient. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de signaler le cas. Comme je vous ai dit, déclaration elle est obligatoire, doit être faite, y compris la nuit et les jours fériés. Alors, je vous ai mis cette plaque juste pour en fait simplifier les choses, pour expliquer à votre patient s'il n'a pas compris. Bien sûr, comme je vous ai dit, il faut toujours expliquer au patient sa pathologie. Et donc, généralement, vous pouvez donc simplifier donc l'explication par ça. Donc, voilà, je vous l'ai mis à titre indicatif. Et maintenant, on passe au troisième cas clinique. Est-ce que vous avez des questions? Nebro, est-ce que tu es toujours là? D'accord. Ok. D'accord. Alors, troisième cas clinique, c'est le dernier d'ailleurs. Donc, vous avez Madame Zim, 47 ans,
femme au foyer, mère de 2 enfants, qui est ramenée par le SAMU aux urgences pour un malaise associé à un état fébrile. Alors, l'anamnèse, vous avez la notion de brûlure mictionnelle depuis 3 jours. Elle n'a pris que de jus de pomme et de l'ibuprofène, donc un AINES, depuis la veille, après l'apparition d'une douleur lombaire droite. La diurèse est conservée. L'examen physique, vous avez la température à 39,5, tension artérielle par contre 8-6 cm de mercure, fréquence cardiaque 125 et la saturation oxygène 94. Vous avez notion de marbrure et extrémité froide. Vous avez fait une bandelette urinaire qui objective la présence de leucocyturie, nitrite positive, protéinurie positive et le sang positif. L'NFS, vous avez une hyperleucocytose, donc 23 000 de globules blancs, la CRP à 300, créatinémie 21 mg par litre, et la dernière créatinémie, elle a été faite il y a 2 mois, elle était à 8, l'urée 1 g par litre, et vous avez la kaliémie, elle est à 6 mmol par litre. Voilà donc une petite synthèse. Qu'est-ce qui présente notre patiente? D'accord, oui. Très bien. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? D'accord. Voilà, donc effectivement, donc vous avez un état de sepsis sévère, probablement à point de départ urinaire vu ses antécédents. Alors, pour parler de choc septique, il faut savoir qu'il y a une définition. Donc, c'est-à-dire, vous avez un sepsis grave, plus une hypotension qui n'est pas corrigée par un remplissage de 20 à 40 ml par kilo. D'accord? Si vous n'avez pas ça, généralement, on ne parle pas de choc septique, non pas de sepsis sévère. Maintenant, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Qu'est-ce que vous évoquez comme pathologie qui a entraîné ce choc septique? D'ailleurs, je crois que vous l'avez déjà dit. Très bien, oui. D'accord. Ok. Voilà, donc effectivement, pyélonéphrite aiguë droite doit être évoquée en premier parce que vous avez la douleur, vous avez la fièvre, vous avez les symptômes de cystite. Ce sont les brûlures mictionnaires depuis 3 jours. On peut évoquer aussi une colique néphrétique aiguë compliquée parce que vous avez la douleur lombaire et fièvre. Et un infarctus rénal sur pathologie thrombovasculaire, mais parce que vous avez cette douleur, d'accord, aiguë. Ça peut être une douleur d'origine vasculaire, mais l'élément contre, c'est la fièvre, d'accord? Mais en premier rang, c'est la pyélonéphrite aiguë droite qui doit être évoquée en premier. Voilà, donc quel est le diagnostic à retenir? Je crois que j'ai répondu à cette réponse. Donc voilà, donc c'est pyélonéphrite aiguë droite, compliquée d'un sepsis sévère, et vous avez une insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée. Les arguments, comme vous voyez, donc les antécédents, la patiente est présente des signes fonctionnels urinaires de cystite qui datent depuis 3 jours, avec fièvre et douleur lombaire. Et les éléments de gravité, pourquoi? En fait, c'est une pyélonéphrite compliquée. Pourquoi? Parce que vous avez le sepsis sévère, parce que vous avez l'hypotension et la défaillance d'organes. D'ailleurs, vous avez une insuffisance rénale, donc la créatinine qui est à 21 mg par litre, qui constitue un signe de gravité de la pyélonéphrite aiguë. Alors, ce qui est très important devant une pyélonéphrite, c'est le tri des patients. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une pyélonéphrite aiguë simple ou à risque de complications ou compliquée, parce que la prise en charge, elle diffère. Simple, donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas ces deux-là. Alors, c'est quoi la pyélonéphrite à risque de complications? C'est-à-dire vous avez un facteur de risque de complications. Soit le patient présente une anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, d'accord, ou la grossesse, ou vous avez une insuffisance rénale chronique sévère, ou bien immunodépression grave. Donc, ce patient, il est à risque de complications. Sinon, il est d'emblée, donc c'est une pyélonéphrite d'emblée compliquée, c'est-à-dire vous avez des complications, que ce soit locales ou générales. Locale, vous avez une obstruction, c'est-à-dire une pyélonéphrite obstructive, un obstacle au niveau des voies excrétrices, d'accord? Ou bien vous avez un abcès, phlegmon, pyélonéphrose, une pyélonéphrite gangréneuse, donc toute une série de complications qui est suppuration chez un patient diabétique, ou général, carrément, vous avez donc un choc septique, voilà, ou un sepsis sévère ou carrément un choc septique.
Donc, la première des choses, vous avez votre patient qui présente une pyélonéphrite. La question qu'on devrait répondre, est-ce que c'est une pyélonéphrite simple? C'est-à-dire, vous n'avez pas de facteur de risque de complications et vous n'avez pas de complications. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire. La femme n'est pas enceinte, il n'y a pas d'insuffisance rénale chronique sévère et il n'y a pas d'immunodépression grave. Et bien sûr, il n'y a pas de signe de gravité, que ce soit local ou général. Dès que vous avez présence, vous avez un seul facteur de risque de complication, c'est d'emblée à risque de complication, ou carrément c'est compliqué, donc la prise en charge à ce moment-là devient donc ça devient une urgence vitale. Maintenant, quels sont les principaux mécanismes physiopathologiques qui rendent compte des signes cliniques et paracliniques? Comment on peut expliquer cette symptomatologie que la patiente présente sur le plan physiopathologique? Donc, pourquoi elle présente ces douleurs lombaires, fièvre, etc. Alors, on avait au début une cystite, et par la suite, elle s'est compliquée par une pyélonéphrite aiguë. Donc, comment on peut expliquer ça? D'accord. Donc, je crois que je vais répondre. Alors, voilà, je vais vous expliquer. Donc, tout simplement, donc, c'est par voie ascendante, c'est-à-dire une voie rétrograde. Alors, vous avez une cystite, parce que la patiente est présentée des brûlures mictionnelles, d'accord? Et par la suite, tout simplement, les germes, ils ont, par voie rétrograde, donc ils sont montés jusqu'à arriver au niveau des reins, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez les lymphatiques périurétéraux, donc ils sont multipliés et ils ont rejoigné l'arbre urinaire, donc c'est-à-dire les reins en haut. Principalement les BG1, donc les bacilles-grammes négatifs sont responsables, c'est principalement les Escherichia coli. C'est la voie rétrograde, c'est la voie la plus fréquente, donc 95% des cas. Il faut savoir que l'origine hématogène, c'est-à-dire par voie sanguine, elle est exceptionnelle. Généralement, ça survient chez les patients immunodéprimés, par exemple, les patients diabétiques, ou bien chez les nouveau-nés. Généralement, la voie la plus fréquente, c'est la voie, comme je vous ai dit, rétrograde. Vous retrouvez chez le patient les antécédents de cystite, des brûlures mictionnelles qui datent depuis quelques jours, et par la suite, il va faire donc une pyélonéphrite aiguë, d'accord, par voie ascendante. Maintenant, quels sont les germes les plus fréquemment retrouvés? Très bien, oui. D'accord. Effectivement, donc voilà, ce sont les BGN, les bacilles grammes négatifs, donc les Escherichia coli dans 75%. Vous avez d'autres BGN, Proteus mirabilis et Klebsiella. D'accord? Alors, chez cette patiente, comment peut-on confirmer qu'il s'agit bien d'un bacille gramme négatif que par la clinique? Il y a, au niveau de l'examen clinique, on a fait une chose. Et cette chose peut nous confirmer qu'il s'agit d'un BGN. Celle-ci, c'est une question pour un champion. Très bien, oui. Effectivement, oui. Très bien. Voilà, effectivement, donc vous avez répondu bien. Voilà, donc déjà, voilà, c'est pour positivité de la bandelette urinaire au nitrite. Parce qu'il faut savoir que les coccygram positifs, ils n'ont pas l'enzyme qui permet de transformer le nitrate en nitrite. Donc, que par la bandelette urinaire, si vous trouvez les nitrites positifs, vous savez d'emblée que c'est un BGN, d'accord? Et déjà, bien sûr, un argument épidémiologique parce que ce sont les germes, comme je vous ai dit, les Escherichia coli dans 75% des cas et incriminés. Très bien, effectivement. Maintenant, quel examen doit être fait chez cette patiente en urgence? Qu'est-ce qu'il faudra faire en urgence chez cette patiente? L'examen complémentaire. Très important. Mhm. Alors, faites attention au bilan biologique. Je vous ai mentionné une chose très importante.
ne sais pas ce que vous avez fait attention ou pas, il y avait un bilan qui était perturbé. Et ce bilan perturbé peut engager le pronostic vital du patient, de la patiente. Et d'ailleurs, on le considère comme extension de la clinique. Oui. Voilà. Très bien, ECG. Très bien. Voilà, vous avez répondu. Effectivement, donc c'est l'ECG. Pourquoi? Parce qu'on a parlé d'une hyperkaliémie A6. Réflexe. Vous avez une hyperkaliémie A6, faites l'ECG parce que ça engage le pronostic vital. Il est toxique pour les cardiomyocytes. D'accord? À n'importe quel moment, vous pouvez avoir votre patient qui fait donc des troubles de rythme et il meurt tout de suite. Alors, on va faire un petit rappel, bien sûr, les signes de dyscalémie à l'ECG. Alors, l'hypercalémie, généralement, ça entraîne une hypoexcitabilité et donc vous allez avoir des entées qui sont amples et pointues au niveau de toutes les dérivations. Vous allez avoir des troubles de conduction à type d'élargissement de QRS, des blocs de branche, BAV, des blocs sino-auriculaires, bradycardie, troubles du rythme ventriculaire, voire carrément une asystolie. L'hypocalémie, par contre, il entraîne une hyperexcitabilité, donc vous allez avoir l'inverse, c'est-à-dire l'aplatissement de l'onde T, voire l'inversion. Vous allez avoir l'apparition de l'onde U, un pseudo-allongement de l'espace QT, un sous-décalage de ST, donc on peut dire que tout est négatif, et ça peut carrément entraîner des troubles de l'excitabilité ventriculaire, parce que je vous ai dit, ça entraîne une hyperexcitabilité, et donc vous pouvez avoir des torsades de pointe à ce moment-là, le pronostic vital, il est vraiment mis en jeu dans les instants. D'accord? Alors, j'ai mis ces moyens mnémotechniques pour retenir ça une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit la tête pointue du grand-père élargit le curé. C'est-à-dire, la tête pointue, vous avez les entées pointues, voilà. Du grand-père, donc vous allez avoir un allongement de l'espace PR, d'accord? Élargi le curé, c'est-à-dire vous allez avoir l'espace QRS qui est élargi, d'accord? Voilà. Et l'hypocalémie, donc vous voyez ici, vous allez avoir un allongement de l'espace PR, vous allez avoir un sous-décalage de l'espace QT, l'espace segment ST, pardon. Vous allez avoir une inversion de l'onde T, un aplatissement, voire l'inversion, et carrément une apparition de l'onde U. Donc, dès que vous avez ces signaux ECG, il faut d'emblée donc traiter en urgence votre patient. Alors, faut-il compléter le bilan? Justifier. Qu'est-ce que vous allez demander encore? D'accord, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? D'accord, oui. Très bien. Très bien, oui. Très bien. Voilà. Comme vous avez dit tous, donc le CBU et les hémocultures. Lorsque vous avez une pyélonéphrite aiguë grave, parce qu'on a ici un sepsis sévère, en dehors de la bandelette urinaire, d'ailleurs on la considère comme extension de l'examen clinique, le bilan biologique il est recommandé. L'NFS-CRP, parce que vous avez un syndrome infectieux, l'urécréa, parce qu'on l'a déjà demandé d'ailleurs, parce que parce qu'il faut éliminer l'insuffisance rénale. Les hémocultures sont systématiques et bien sûr, on doit confirmer le diagnostic par un ECBU avec un antibiogramme. Donc, vous avez dit tout ça, donc très bien, excellent. Maintenant, quels sont les examens d'imagerie à demander? Qu'est-ce que vous allez demander à votre patiente? Quel examen plutôt? Quel examen d'imagerie vous allez demander? D'accord. Oui. D'accord. Voilà, l'écho-Doppler RNA, comme vous avez dit, parce qu'il faut rechercher, éliminer un obstacle au niveau des voies urinaires. C'est systématique. Ça permet de rechercher les complications, un abcès, et éliminer un diagnostic différentiel. Il faut savoir que l'uroscanner il est plus sensible que l'échographie pour détecter une complication, que ce soit un abcès, une collection périnéphrétique ou
une pyélonéphrite emphysémateuse, mais il faut savoir que chez cette patiente-là, déjà elle présente une insuffisance rénale aiguë, et donc, lorsque vous allez injecter le produit de contraste, il y a risque d'aggravation de son insuffisance rénale aiguë, d'accord? Et donc, généralement, on se contente de l'échodoppler rénal. Mais sachez que l'uroscanner, il est plus sensible que l'échographie, principalement pour détecter les complications. Voilà, très bien. Alors, effectivement, on a fait l'échographie rénale et donc, ça a objectivé. Donc, la taille des reins, elle est conservée. Il n'y avait pas de dilatation piélocalicienne et il n'y avait pas de collection rénale. Voilà. Quel est votre avis par rapport à l'atteinte rénale? Donc, la patiente est présente une insuffisance rénale. Vous avez vu l'urée, la créa, ils étaient anormales, d'accord? Ils étaient élevés. Mais lorsqu'on a fait une échographie rénale, elle était normale. Donc, selon vous, c'est quoi en fait? Il n'y a pas d'obstacle. On a éliminé un obstacle au niveau des voies excrétrices. On n'a pas de dilatation des cavités piélocaliciennes. Et donc, l'atteinte rénale, elle est due à quoi? Très bien, oui. Très bien. Oui. Voilà, effectivement, vous avez tous répondu par la vraie réponse. Voilà, effectivement, donc c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez un état d'hypovolémie relative. Alors, vous avez un choc septique qui s'est installé. Et ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, vous avez un état de choc septique, bien sûr, vous avez les germes, vous avez des cytokines pro-inflammatoires qui vont tous, donc, vous avez un système d'inflammation qui va se déclencher, donc vous allez avoir des cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines, certes, ils vont lutter contre le germe, mais ils vont entraîner une vasodilatation et donc une vasoplégie, d'accord? Cela va entraîner une hypovolémie relative, ce qui explique l'hypotension que vous avez, d'accord? Il faut savoir que si l'hypovolémie persiste, cette insuffisance rénale aiguë fonctionnelle va donner une nécrose tubulaire aiguë, d'autant plus que la patiente elle a pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ça favorise encore plus ça. Voilà, donc très bien, comme vous avez dit, effectivement, c'est expliqué à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Alors, dû à l'hypovolémie. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas attribuer l'insuffisance rénale aiguë à la pyélonéphrite, parce que cette situation, elle est vraiment rare et ne se voit qu'en cas de pyélonéphrite bilatérale, par reflux, ou bien sur un rat unique, que ce soit sur le plan anatomique ou sur le plan fonctionnel. Donc, ce serait un message très important à faire passer. Maintenant, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Qu'est-ce que vous allez donner à votre patient? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Votre patient plutôt. Oui, très bien. Très bien, oui. Oui. Une chose importante, vous avez, c'est quoi? Après l'hospitalisation, qu'est-ce qu'il faut faire à votre patient? Bien sûr, la bioantibiothérapie et vous avez une hypotension, une tachycardie. Oui. Oui. Oui, voilà. C'est-à-dire la mise en condition de votre patiente. Effectivement. Ok, très bien. Voilà. Alors, il faut savoir, de façon générale, la prise en charge d'une pyélonéphrite, je vous ai dit qu'il faut stadifier votre patient, c'est-à-dire faire le triage, parce que la prise en charge dépend de deux paramètres. Première des choses, le caractère simple ou à risque de complications qui dépend du terrain, on a vu ça, patient immunodéprimé, la grossesse, donc il y a risque de complications, ou l'existence ou non de signes de gravité. Donc, rappelez-vous de tableau que je vous ai mis. Effectivement, on a dit qu'il s'agit d'emblée d'une pyélonéphrite aiguë compliquée parce que vous avez la notion de sepsis sévère. Et donc, à ce moment-là, donc, il faut tout d'abord, bien sûr, il faut prendre en charge tout d'abord les signes d'hypoperfusion périphérique, d'accord, parce qu'il y a risque de collapsus. Donc, il faut hospitaliser en unité de soins intensifs de néphrologie ou à défaut, donc, réanimation si vous n'avez pas votre service hospitalier. Mise en condition de votre patiente, voie veineuse périphérique, bien sûr, parce qu'il y a risque de collapsus en urgence. Scope, bien sûr, monitorage cardiotensionnel, saturation en oxygène, remplissage vasculaire avec du sérum salé isotonique, arrêt des anti-inflammatoires non stéroïdiens,
parce qu'ils aggravent l'insuffisance rénale aiguë. Ce sont des puissants vasoconstricteurs qui vont encore aggraver les choses. L'oxygénothérapie, parce que vous vous rappelez, donc la saturation était moins de 95, 6 à 8 litres par minute. Et si vous avez un choc septique, bien sûr, la noradrénaline doit être instaurée, d'accord? Ça sera l'affaire du réanimateur. Alors, quand je vous ai dit le choc septique, c'est quoi? C'est une notion, vous avez un sepsis grave, c'est-à-dire vous avez une défaillance au moins d'un organe. Ici, vous avez l'atteinte rénale, plus une hypotension qui n'est pas corrigée par un remplissage de 20 à 40 ml par kilo. À ce moment-là, on parle de choc septique et la noradrénaline, elle a toute sa place. Bien sûr, il faut, comme vous avez dit, corriger l'hypercalémie. On a fait le CG, donc il n'y avait pas de signes électriques. Donc, comme vous avez dit, donc, il faut assurer une bonne réhydratation et donner le caïxalate. D'accord? C'est une résine échangeuse d'ions. Donc, elle agit principalement au niveau du côlon. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on donne. Donc, il faut savoir qu'une cuillère à mesure égale 15 grammes. Et donc, on donne à jusqu'à 3 cuillères mesure si la voie orale elle est possible. Sinon, on passe par voie rectale. 2 cuillères mesure dans 100 ml d'eau, suivi 4 heures après d'un lavement. Si vous avez une hypercalémie avec trouble à l'ECG, à ce moment-là, l'indication à l'hémodialyse en urgence après échec du traitement médical. Je m'explique. Alors, vous avez les signes de CG, d'accord? En urgence, vous donnez donc le gluconate de calcium. Ça permet d'antagoniser le potassium au niveau des cardiomyocytes, d'accord? Et donc, ça permet d'éliminer la cardiomyotoxicité du potassium. Si, donc, voilà, comme vous voyez, donc 3 ampoules, donc voilà, naninana, vous faites le CG après le calcium. Si vous avez toujours la persistance des symptômes, il faut refaire une deuxième injection et discuter rapidement l'hémodialyse, comme je vous ai dit. Vous avez aussi, donc vous pouvez administrer l'insuline et glucose, bien sûr. Et vous avez le terbutaline, le salbutamol aussi, ça permet donc de baisser les chiffres de la kaliémie. Vous avez la bicarbonate, mais il faut faire attention, bien sûr, salbutamol, vous avez le risque de tachycardie. Vous avez bicarbonate aussi, si vous avez principalement une acidose associée. Mais ce qui contre-indique, c'est principalement la surcharge hydrosodée parce que c'est un bicarbonate de sodium. Et donc, vous allez administrer bicarbonate et aussi sodium, ce qui va aggraver la surcharge hydrosodée parce que le traitement de la surcharge hydrosodée, c'est la restriction hydrosodée. Bien sûr, et le furosémide, l'Azilix, 40 mg en IVD, ce qui contre-indique principalement si vous avez la contre-indication principale si vous avez des signes de déshydratation. Et bien sûr, vous contrôlez la kaliémie 2 heures après le début des traitements. Voilà donc les différents traitements qu'on fait pour baisser les chiffres de la kaliémie et pour lutter contre la cardiotoxicité induite par le potassium. D'accord? Si vous n'avez pas les signes de CG, à ce moment-là, vous pouvez discuter cas par cas l'insuline, glucose, terbutaline, furosémide et caïxala, ce qu'on fait généralement. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, la principale chose à voir, quand je vous ai dit, ce sont les signes électriques à l'ECG. À ce moment-là, la prise en charge, comme vous voyez, elle diffère totalement. Bien sûr, il faut lutter contre le syndrome infectieux. Comme vous avez dit tous, donc la bioantibiothérapie bactéricide et synergique qui est active contre les BGM, parce qu'on a vu, ce sont les principaux germes responsables de pyélonéphrite, et à bonne diffusion urinaire. Principalement, ce qu'on donne, ce sont les céphalosporines 3e génération et aminosides. Donc, soit céphotaxime ou ceftriaxone associés à l'amicacine parce qu'on parle d'une pyélonéphrite grave par voie injectable, traitement probabiliste bien sûr, et par la suite bien sûr. Donc, dès que vous faites, après le CBU, vous allez commencer votre antibiothérapie probabiliste et bien sûr qui va être adapté par la suite à la fonction rénale et sera secondairement adapté à l'antibiogramme. La durée généralement de 10 à 14 jours. Bien sûr, vous avez une insuffisance rénale, donc il faut arrêter, comme je vous ai dit, les ANS parce qu'ils sont néphrotoxiques, assurer une bonne réhydratation. Il faut savoir que la durée totale d'un traitement par aminoside ne doit pas dépasser 5 jours parce qu'il est néphrotoxique. Et bien sûr, il faut adapter la posologie des antibiotiques à la fonction rénale. Donc, vous faites un avis néphro. À ce moment-là, c'est l'affaire du néphrologue. Et bien sûr, il faut surveiller régulièrement la fonction rénale. Bien sûr, il n'y a pas d'indication de dialyse en urgence. Pourquoi? Parce que c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle avec du reste conservé. Maintenant, quels sont les paramètres que vous allez surveiller chez votre patient? Bien sûr, après administration de traitement, il faut surveiller le patient. Qu'est-ce que vous allez surveiller? Très bien, oui. Très bien. Oui.
D'accord, oui. D'accord. Mhm. D'accord. Voilà, donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? OK. Alors, à court terme, bien sûr, il faut surveiller la tolérance et l'efficacité des antibiotiques, cliniquement, comme vous avez dit, le diurèse, les constantes vitales, bien sûr, et les signes d'hypoperfusion périphérique, est-ce qu'ils sont toujours là? Fonction rénale, ionogramme sanguin, principalement la kaliémie, l'NFS, bien sûr, et à la sortie, donc, bien sûr, on va relayer les antibiotiques par voie orale, adaptés aux résultats de l'antibiogramme. Et à long terme, vous devez surveiller la décroissance de la créatinémie et le retour à une fonction rénale normale. Alors, quel conseil vous allez donner à votre patiente à la sortie pour éviter la récidive, bien sûr? Oui, très bien. Mhm. Très bien. Oui, très bien, effectivement. D'accord. Voilà, donc effectivement, donc il faut lutter contre les facteurs qui favorisent les infections urinaires, principalement la constipation. Miction doit être complète et régulière, il ne doit pas être retenu. Miction post-coïtale après rapport sexuel, très important pour lutter contre les infections urinaires. Éviter les sous-vêtements synthétiques et les pantalons trop serrés et maintenir, comme vous avez dit, une durée importante en augmentant les apports hydriques qui doivent dépasser 1,5 litres par jour. Voici donc les différentes références que j'ai utilisées pour faire donc ces différents cas cliniques et je vous remercie pour votre attention.